Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thierry Sabot, le directeur de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour ce troisième webinaire que nous organisons depuis le début de la crise. Je rappelle que les deux premiers webinaires sont toujours disponibles sur notre site internet. Vous pouvez toujours les consulter. Ils traitaient des mesures de soutien aux opérateurs culturels pour le premier et aux problématiques autour de l'intermittence et du chômage partiel pour le second. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet bien différent, encore que on propose vraiment d'approfondir un sujet d'actualité, mais c'est un sujet dont nous pensons qu'il va devenir un sujet central dans les semaines et dans les mois qui viennent, central dans beaucoup d'organisations, pour les employeurs, pour les salariés, pour les gouvernances de nos structures en Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs un peu partout en France. Il s'agit du télétravail ou du travail à distance. Pour le moment, dans l'information que nous avons communiquée, nous avons gardé les deux formulations, mais il va nous appartenir de les préciser avec vous. Donc nous faisons le constat que depuis maintenant 2 mois, nous sommes entrés dans une forme de travail à la maison obligatoire, forcé, du fait du confinement, avec pour certains de très très bonnes organisations et des habitudes de travail déjà installées, pour d'autres des conditions beaucoup moins favorables. Sans tomber dans l'anecdote, peut-être on a tous des expériences de chaises de cuisine, d'écrans d'ordinateur trop petits, d'enfants à proximité. Donc voilà, entre cet extrême-là et puis des formes de télétravail plus choisies, plus encadrées, plus peut-être limitées et organisées, il y a un monde. Et c'est ce monde ou ce parcours vers des formes plus confortables, plus sereines de travail à distance que nous allons essayer de jalonner avec vous aujourd'hui en compagnie de 3 intervenants et intervenantes voilà, qui vont essayer même plus qu'essayer, ils vont parvenir à vous expliquer quels sont les bons outils, quelles sont les obligations, quels sont les cadres, quelles sont les relations à mettre en place entre employeurs et salariés, qu'est-ce que cela engage du point de vue éthique, du point de vue technologique, du point de vue social, juridique, administratif, managérial. Donc c'est vraiment aujourd'hui un webinaire qui ouvre assez large sur toutes ces questions-là. Voilà, donc 3 intervenants que je vais à présent vous présenter. Nous allons commencer par Sandrine Blanchet. Sandrine Blanchet qui est chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, donc une structure qui dépend d'un réseau national d'agences régionales qui s'occupe d'accompagner les conditions de travail. Ensuite, nous donnerons la parole à Nathalie Redan, Nathalie qui dirige un pôle de compétences culture et richesses humaines qui s'appelle AGEC Co. Voilà, donc elle nous dira tout à l'heure peut-être précisément quelles sont les entités de cette structure. Et nous terminerons par Gilles Seban qui est informaticien, militant, spécialiste des logiciels libres. Vous voyez, donc on va, à travers ces 3 prises de parole, qui dureront chacune une dizaine de minutes, donner l'essentiel d'une expérience, d'un vécu, d'une expertise, d'une connaissance. Et voilà, l'objet de ce webinaire est de partager tout ceci avec vous. Vous pouvez, comme il se doit dans un séminaire, enfin un webinaire comme celui-ci, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Et sachez qu'en fait, l'équipe de l'agence, 4 personnes sont en coulisses pour traiter vos questions, les modérer, les résumer, les rassembler, en bref, me les faire parvenir afin que je les énonce à l'attention des 3 intervenants aujourd'hui présents. Dans la mesure du possible, nous répondrons en fait à ces questions, mais vous êtes une centaine d'inscrits aujourd'hui
et peut-être nous ne pourrons pas répondre dans le temps imparti à toutes ces questions. En tout cas, sachez que nous faisons tout pour prendre les questions qui n'auraient pas reçu de réponse et revenir vers vous ensuite pour vous mettre en lien avec nos intervenants ou apporter la réponse si nous l'avons. Quelques rapides explications sur l'interface de ce système GoToWebinar. Donc, vous avez un panneau de configuration. Vous pouvez utiliser donc l'onglet questions que vous pouvez agrandir en utilisant la petite flèche dans le carré. Voilà. Ces questions donc ne seront pas publiques. Elles iront directement donc dans les systèmes de notre équipe et je les poserai comme je le disais à l'instant. Ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne dès que possible demain ou au plus tard en début de semaine prochaine, de manière à ce que d'autres personnes puissent y avoir accès. D'ailleurs, je précise que les 2 premiers webinaires ont continué leur vie à l'issue du live du mois d'avril et le 2e webinaire, par exemple, a déjà été consulté plus de 4000 fois. Donc n'hésitez pas à passer l'information autour de vous. Nous constituons de la ressource et notre but est qu'elle puisse vivre dans le temps. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première intervenante. Bonjour Sandrine, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. L'ARACT travaille sur tous ces sujets depuis, je crois, déjà bien longtemps, mais dans ce moment très particulier du confinement, il me semble que les ressources, l'expertise, l'accompagnement s'est multiplié. Donc voilà, merci pour cette première intervention. À toi la parole. Merci Thierry. Effectivement, on est ravis de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'éléments qu'on a pu capter à la fois dans l'histoire de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et des interventions qu'elle peut faire auprès des entreprises, que ce soit les directions, les salariés, les représentants du personnel sur le sujet du télétravail. Et puis, au cas particulier de cette crise sanitaire, effectivement, on a pu accompagner environ une cinquantaine de structures pendant la période de confinement. Ce qui nous a donné une photo de leur vécu, à la fois du côté des managers et du côté des équipes, et puis une photo de ce vécu qui mariait des situations très diverses de télétravail, de travail et de chômage partiel, bien évidemment. Donc, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir partager avec vous et effectivement, du coup, de faire cette distinction entre ce que peut être le télétravail et ce que dit finalement le cadre sur ce sujet-là et ce que le travail que nous avons vécu à distance pour une bonne partie d'entre nous peut être. Je ne peux pas faire défiler les diapositives, donc je veux bien que peut-être Mathilde ou Laura fassent le nécessaire parce que j'ai un petit bruit qui m'inquiète. Voilà, merci beaucoup. Et puis, dans cette présentation, j'ai proposé aussi d'intégrer des éléments qu'on a pu compiler à partir d'un certain nombre d'études issues de laboratoires de recherche en sciences humaines sur les phénomènes en fait observés dans des cas non pas équivalents puisqu'il n'y en a pas, mais des cas d'épidémie, des cas de catastrophes naturelles, économiques, de manière à bien situer la dynamique actuelle de travail à distance que vous vivez dans un contexte plus général pour pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de mécanismes et ne pas les oublier dans la façon dont on va pouvoir projeter le travail à distance qui viendra du télétravail demain. Du coup, je veux bien qu'on passe à la diapositive suivante. Ce qui nous amène à nous rappeler un petit peu comment les choses ont commencé à partir du 16 mars dernier, puisque de manière certes nécessaire, mais aussi forcément brutale et un peu massive, plusieurs milliers d'entre nous avons récupéré nos affaires un peu à la hâte dans nos bureaux, et puis captant ce qui nous paraissait être le minimum nécessaire pour pouvoir exercer notre activité de travail, nous nous sommes retrouvés confinés le lendemain avant midi. Au 8 avril, on était à peu près 20% de la population active en situation de télétravail. Et
presque la moitié en chômage partiel et puis un autre quart qui était en activité sur site. Et quelques semaines plus tard, un autre sondage de Harris Interactive, vous aurez les références dans le support qui sera mis à disposition. Nous étions 37% à avoir basculé en télétravail, donc une augmentation du nombre de télétravailleurs au fil des semaines, certainement des dispositions ayant évolué au fil du temps. Alors, eh bien, il faut quand même se rendre compte que cette période, elle est inédite et qu'elle a eu des effets individuels et collectifs, des effets psychologiques qu'on ne peut pas nier et que vous avez probablement observé soit directement, soit sur d'autres individus. Je vous ai mis en rouge ceux qui sont revenus le plus fréquemment dans les témoignages des entreprises qu'on a pu accompagner, mais en vérité, quasiment tous ces éléments se sont déroulés avec plus ou moins d'acuité. Donc des effets liés à un stress inédit qui ont généré à la fois de la déstabilisation des émotions sur le plan psychique, mais aussi des modifications de nos comportements, par exemple avec des addictions. Vous avez dû lire dans les médias qu'il y avait en moyenne 2,5 kg de plus chez chacun de nous. Des incidences donc sur le plan physique également, de la surcharge cognitive, pour certains du surengagement, pour d'autres de l'ennui. Ça, c'est plutôt pour les effets individuels. Ces effets, ils sont évidemment modulés par notre histoire, en fait, hein, la façon dont on a pu auparavant passer les événements, notre situation personnelle, notre âge, avons-nous des enfants ou pas. Voilà, tout ça, je pense que ça fait écho à chacun des télétravailleurs. Et cette sphère personnelle, elle vient forcément inviter tous les managers à prendre en considération cette articulation entre ma sphère professionnelle et ma sphère privée. Et puis, tous ces effets individuels se sont ajoutés les uns aux autres et vous avez une représentation visuelle à droite qui vous dit que finalement 44% de la population se déclare en situation de détresse psychologique début avril. Alors tout ceci est en fonction du fait que l'on soit en couple, avec ou sans enfant, mais en tout cas une détresse plus ou moins élevée bien évidemment, mais qui a une incidence sur la façon dont on est en capacité de mener son activité professionnelle. Et évidemment des effets collectifs, avec en particulier une fragilisation des individus qui va générer des inégalités, des tensions avec des sentiments d'inéquité, la difficulté pour certains à percevoir un but commun, voilà, et puis des comportements qui sont liés au fait que l'on perçoive ou pas le risque, soit un sentiment d'invincibilité ou du déni collectivement pour pouvoir faire face à des activités qui sont à mener. En tout cas, pour les télétravailleurs, on retrouve deux éléments majeurs, on va dire, c'est l'articulation des temps de vie comme principale problématique et le fonctionnement du collectif avec éventuellement des tensions, de l'isolement, parfois de la désocialisation. Ce qui est sûr, c'est que cette période qui vient de s'écouler a eu un effet de chambre d'amplification, un effet de zoom sur à la fois les fragilités et les éléments plus robustes de l'organisation des entreprises. Et ça vaut dans tous les phénomènes qui se sont déroulés précédemment, comme toutes les épidémies, les crises, etc. Ceux qui s'en sont bien sortis sur cette période-là, dans les entreprises, sont ceux qui ont réussi à contenir les effets, sont plutôt ceux qui ont réussi à maintenir des liens autant individuels que collectifs avec les équipes et à prendre en compte la situation individuelle de chacun, ce qui a demandé un adaptement de la forme de management pour certains. Ceux qui ont aussi pris en compte le risque psychosocial et la régulation des tensions psychosociales qui avaient pu apparaître. Ceux qui se sont préoccupés d'ajuster la qualité du travail, de voir le travail produit par les télétravailleurs et de pouvoir le reconnaître, de pouvoir faire des retours sur ce travail. Et puis, ceux qui ont perçu le sens de l'activité qu'ils avaient à mener dans ces conditions si particulières, notamment l'utilité, le sens commun de la structure, avec une projection temporelle, c'est-à-dire avoir des échéances et pouvoir se raccrocher à ces échéances dans la gestion de son activité.
avec également une phase d'apprentissage sur les outils. Ça, c'était hier, en fait. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on se retrouve le 11 mai. Et donc, du coup, je veux bien qu'on change de diapositive. Merci. Le 11 mai, c'est une date repère. Ça a été une date repère pour gérer les événements du confinement. Mais finalement, on se retrouve dans une phase qui est plutôt juste une transition vers une autre période de la crise sanitaire. Et cette période de déconfinement, elle met en jeu d'autres ressorts psychologiques chez les individus, et notamment pour situer la crainte des actifs par rapport à la reprise d'une activité. Vous avez une statistique qui date du 9 avril, le sondage Odoxa nous indique que 71% des salariés qui doivent aller travailler sur site craignent la contamination, avec des degrés divers, évidemment, une crainte aiguë ou plus modérée. Mais en tout cas, ça introduit forcément une réflexion sur est-ce que je peux ou pas maintenir mon activité en télétravail et dans quelles conditions. Dans les effets individuels qu'on peut repérer post-crise, les études en sciences humaines nous disent qu'il peut y avoir des effets post-traumatiques. Le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a un événement majeur et parfois, il y a des résidus de cet événement majeur qui se maintiennent, avec par exemple la persistance des comportements qu'on avait observés pendant la phase de confinement. Je prends l'exemple des soignants qui auraient, par exemple, à mettre des gestes barrières très récurrents en place et qui vont nécessaire. Mais finalement, ces conséquences, la bonne nouvelle, c'est qu'elles vont se réguler dans le temps et finir par disparaître progressivement. En revanche, ce qui va s'enquister et qui peut être difficile à gérer dans une entreprise, ce sont les tensions qu'on a pu repérer dans l'organisation, pas forcément que les tensions relationnelles, mais les tensions dans l'ajustement de l'activité professionnelle et les rancœurs si les personnes ont l'impression que pendant cette période de crise, tous ces éléments n'ont pas été pris en considération. Ça peut être du ressenti, peut-être que la gestion a été réalisée de manière satisfaisante, mais qu'il faut le prendre en considération et en faire quelque chose à l'issue de la période de crise. Et donc, du coup, dans les effets collectifs qui sont à prendre en considération de manière claire, il y a le risque de stigmatisation, en particulier, vous entendez dans les médias les termes de première, seconde ligne. Il y a aussi les passifs de force, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu exercer d'activité, soit parce qu'ils avaient une vulnérabilité, soit parce que l'activité s'était éteinte. Il y a effectivement les télétravailleurs avec ou sans enfants, les personnes qui sont hors système, voilà, qui sont désinsérées. Et donc, ce risque de stigmatisation, il est fort à l'issue de la première période. Et puis, il y a aussi des questions de maintien de la mobilisation, de la motivation, de maintien de la culture de prévention, qui ne sont pas forcément des choses faciles à préserver dans la durée de cette deuxième phase de la crise sanitaire. Alors, quand on écoute les entreprises qu'on a pu accompagner aujourd'hui, puisque c'est tout frais, hein, ce déconfinement, ce que l'on entend, c'est pour s'en sortir, je maintiens des échanges soutenus avec mes collaborateurs, individuellement et collectivement, et en particulier, je prends du recul avec eux, je débriefe sur les difficultés qu'on rencontre pour ajuster notre activité au fil du temps, et je fais ces ajustements en temps réel. Je maintiens aussi du coup du dialogue social, c'est-à-dire que on continue à faire fonctionner les instances qui régulent la structure. Et je suis toujours attentif à ce qu'on pourrait appeler les signaux faibles et les signaux forts. Donc, dans les signaux faibles, ça va être un repli de la personne, ça peut être du dénigrement de l'activité réalisée, ça peut être voilà, plein de choses. Dans les signaux collectifs, ça peut être de l'absentéisme, une perte de la qualité de production, etc. Donc voilà, les facteurs qui protègent un petit peu les structures. Donc du coup, on a essayé de repérer dans la littérature ce qui permettait
de se préserver d'un possible effet rebond du confinement, c'est sur la diapo suivante, notamment pour réduire l'anxiété de masse, avec des éléments importants sur se concentrer sur ce sur quoi on a de la maîtrise dans l'organisation d'activités et en discuter ensemble, se donner des visions temporelles, des butées temporelles régulières, être aussi capable d'assumer qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et puis avoir une communication réactive, transparente, et pour réfléchir à la reprise, partager le ressenti de la période antérieure. Parce que finalement, certaines structures seraient tentées de relancer tous les dossiers d'avant, qui étaient un petit peu en sommeil, et de faire table rase de cette période, parce qu'on a envie de se raccrocher à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et en même temps, il y aurait finalement une sorte d'effet un peu schizophrénique de faire comme si rien n'était advenu, et de laisser tous les effets que j'ai pu vous évoquer précédemment de côté, sans les prendre en considération, à la fois parce qu'ils sont à traiter, mais aussi parce que finalement, c'est l'opportunité de regarder ce qui, certes, a peut-être moins bien fonctionné, mais aussi ce qu'on a été capable de faire, puisque on sait très bien que tous les salariés ont développé une capacité à réagir face à la situation inédite, et que du coup, ces ressources-là, c'est important de pouvoir les prendre en considération pour reconstruire un travail plus serein demain. Du coup, dans les aspects qui sont à traiter, il y a à la fois le volet organisationnel, le volet sécurité dans l'activité de travail, le volet collectif, évidemment. Et c'est ce qui nous amène à nous projeter un petit peu sur la question du télétravail. Comment réfléchir ce que nous avons vécu sur les 55 jours, un peu plus, qui viennent de s'écouler, et repenser la situation de télétravail correctement. Donc, sur la diapositive suivante, vous avez quelques éléments pour faire le point sur la situation. Alors, vous avez en vert la population de télétravailleurs qui vivent bien, plutôt cette période actuelle, et évidemment en rouge ceux qui le vivent moins bien. Dans ce qu'on peut noter de marquant, ce qui est un facteur différenciant principalement, c'est est-ce que j'avais une expérience antérieure du télétravail? Et on voit très vite que ceux qui n'avaient pas d'expérience antérieure du télétravail ont eu plus de difficultés à en gérer les incidences sur l'articulation du temps de vie et le maintien de l'activité et du collectif que les autres. Et puis deux autres caractéristiques individuelles qui sont différenciantes, c'est d'abord le genre. Les femmes sont plutôt du côté de celles qui ont plus de difficultés à gérer cette activité de télétravail. L'âge également, finalement, si on est en deuxième partie de carrière, c'est peut-être moins compliqué pour des raisons à la fois très simplement matérielles, c'est-à-dire qu'on a des espaces de travail peut-être plus confortables, puisqu'on a eu la possibilité d'accéder à la propriété, et aussi parce que les enfants sont probablement moins sollicitants, peut-être complètement autonomes. Et puis on voit qu'il y a un point de bascule aussi autour du nombre de personnes qui sont présentes dans le foyer, qui se fait autour de 2 à 3, donc des familles monoparentales ou alors des parents avec des enfants probablement plutôt jeunes. Donc un vécu qui fait qu'aujourd'hui, il y a une réelle inégalité dans la façon dont le télétravail est perçu. Si on regarde sur la diapositive suivante les résultats des sondages sur comment les personnes se projettent malgré tout sur le télétravail demain, on se retrouve avec un sondage. Alors le premier, celui qui s'affiche avec un graphique, date du mois d'avril, et puis très récemment, notre réseau a administré un questionnaire au niveau national qui montre que malgré les conditions dégradées de mise en œuvre brutale du travail à distance, 88% des salariés envisagent de prolonger ce télétravail dans une expérience un peu plus pérenne, ce qui veut dire que finalement, ils ont réussi à tirer parti malgré tout de la situation pour se projeter demain dans une organisation, une articulation professionnelle, personnelle
plus satisfaisante, ce qui veut dire forcément que à la fois les directions et les DRH ont à repenser ces modalités d'organisation de l'activité en gommant ce qui a peut-être moins fonctionné et en regardant ce qui a été facteur de succès pendant cette période-là, tant du point de vue individuel et collectif que du point de vue de la production qui a réussi à être assurée. Se préoccuper de ça, c'est aussi garantir une forme d'attractivité de son activité, c'est-à-dire que probablement offrir du télétravail demain sera un argument qui donnera plus envie à un collaborateur d'être dans cette structure-là. Et pour aller même au-delà de la question du télétravail, sur la diapositive suivante, vous avez un sondage qui montre que les attentes sont bien au-delà de la question du télétravail. Ce sont des interrogations sur les priorités de vie, les centres d'intérêt majeurs professionnels qui invitent encore plus à réfléchir aux besoins qui sont apparus pendant cette période de confinement, sous cet effet amplificateur loop, comme je le disais en introduction, et que ce sont des points importants à prendre en considération pour conserver la motivation et l'engagement des personnes qui vont reprendre l'activité progressivement dans des conditions plus ordinaires, mais probablement pas identiques à avant. Alors, après avoir fait ce petit point de situation, quelques éléments de cadre juridique, on va dire, sur le télétravail. Qu'est-ce que c'est que le télétravail? Donc, vous avez l'article législatif qui précise que c'est une activité qui se déroule en dehors des locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Je vous ai mis le petit visuel du question-réponse qu'a fait paraître le ministère du Travail ces derniers jours, qui est très bien fait, qui répond par oui ou par non à toutes les questions qu'on peut se poser pragmatiques dans la période actuelle, c'est-à-dire l'articulation entre le télétravail et le déconfinement. En tout cas, pour retenir les éléments majeurs du télétravail tel qu'il se définit dans la législation, les principes clés, c'est la possibilité de le mettre en place à l'embauche ou plus tard, la possibilité d'avoir un accord collectif ou pas, d'avoir un commun accord par tout moyen avec le collaborateur qui en fait la demande. Ça doit être un engagement volontaire, il doit être réversible, et il doit être bilatéral entre l'employeur et le salarié. De la même manière, l'employeur doit motiver son refus. Les critères majeurs de refus de l'accès au télétravail sont des activités qui ne sont pas compatibles avec une pratique en dehors des locaux ou des conditions d'exercice qui ne permettent pas de garantir sérénité dans l'exécution de l'activité ou une sécurité. À ce titre-là, on peut s'appuyer sur les services de médecine du travail pour définir quels sont les besoins d'aménagement de l'espace de travail. On peut aussi faire appel à des diagnostics électriques, par exemple. Il y a des entreprises qui insèrent ces dispositifs dans leur charte. Les droits et les obligations d'un télétravailleur sont strictement identiques à celles d'un travailleur. Télétravailler, c'est travailler, par opposition à être en congé, à être en chômage partiel, par exemple, dans le contexte actuel. Donc, rien de bien différent. Une dernière petite précision, c'est que la réglementation en matière d'accident du travail est identique pour un télétravailleur. On peut déclarer un accident du travail quand on est en télétravail. Du côté de l'employeur, les obligations sont celles d'informer le salarié de toute restriction finalement qui serait à la manœuvre pour l'usage d'équipements, d'outils informatiques, et également de pouvoir réintégrer un salarié qui voudrait ne plus télétravailler de façon prioritaire sur un poste de travail sur site. Il doit proposer à son collaborateur un entretien à minima annuel pour faire le point sur le bon déroulement de cette modalité d'exercice de son activité, et il doit prendre en charge les coûts afférents à l'aménagement du poste de travail.
et doit donc fournir le matériel professionnel nécessaire. Ce qui aujourd'hui n'a pas forcément pu être le cas dans les structures où finalement le télétravail n'était pas organisé. Peut-être certains d'entre vous travaillent avec leur matériel personnel temporairement pour faire face à la crise sanitaire. Petit complément sur ce télétravail a eu une réputation variable dans la représentation sociale, dans les idées reçues qui circulaient en tout cas avant le 16 mars assez régulièrement. On pouvait trouver des questions, des remarques du type, on l'a entendu dans les entreprises où on peut intervenir sur quand on est en télétravail, on n'est pas facilement joignable. C'est un peu comme des vacances, en fait. C'est plutôt réservé aux femmes qui ont des enfants à garder. Et puis, du côté des salariés, si je suis en télétravail, c'est à peu près sûr que je vais être coupée de toutes les informations. Je ne ferai plus partie du collectif. Peut-être il y aura des difficultés dans le suivi de l'activité. Se pose la question aussi du management de cette activité-là derrière. En tout cas, le télétravail, ça n'est pas juste donner le droit à de la déconnexion, ce n'est pas juste travailler à domicile, ça n'est pas travailler avec des effets de débordement, c'est-à-dire ne plus limiter l'absorption de la charge puisqu'il y a une continuité entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Ça n'est pas non plus un bon moyen de gérer les conflits en mettant une personne à l'écart du collectif sur site. Ça n'est pas non plus, je pense que vous l'avez tous expérimenté comme moi, un bon moyen pour garder ses enfants. Donc le télétravail, ça n'est pas le travail tel que vous avez pu le connaître dans des conditions dégradées de la période de confinement. Alors du coup, une fois qu'on a posé l'ensemble de ces repères, comment est-ce qu'on peut repenser, oui merci Laura, comment est-ce qu'on peut repenser l'installation plus pérenne de ce télétravail? Vous avez ici l'extrait d'un outil qui est en ligne d'ailleurs sur notre site internet, qui a été construit par mon collègue Arnaud Barillet en partenariat avec une entreprise qui commençait à réfléchir à la mise en place du télétravail avant le confinement. Et ce guide, il est à la fois à l'usage du manager, mais en fait, il est biface, c'est-à-dire qu'on peut formuler tous les items à la maille d'un salarié. Et il visait à préparer l'entreprise à expérimenter le télétravail. Alors là, ils l'ont véritablement bien expérimenté, ils n'étaient pas tout à fait complètement prêts. Et donc cet outil, en fait, il vous donne un chemin assez simple et sécurisé pour balayer, je l'ai qualifié à la fois sur le domaine du quoi, c'est-à-dire quelles sont les activités qui sont télétravaillables, la question du comment, c'est-à-dire est-ce que je suis prêt, moi, manager, à confier cette autonomie et à perdre finalement la visibilité et d'une certaine manière le contrôle sur l'activité de mon collaborateur, et comment je m'assure malgré tout, sans augmenter le niveau d'exigence parce qu'un télétravailleur n'a pas à faire plus ses preuves qu'un travailleur lambda, comment j'arrive à réguler la charge de travail. Donc sur le comment, évidemment, il invite à visiter les conditions d'exercice de ce télétravail matériel, donc le où, le quand aussi, dans le sens où il propose de fixer un cadre précis qui définit lorsqu'on est dans le télétravail, lorsqu'on est en dehors, finalement, fixer les frontières des temps de vie professionnels et personnels et quelles sont les modalités d'application. Il vous propose aussi de réfléchir à la régulation collective, donc avec le qui. Autrement dit, comment moi, salarié, je vais échanger avec mon manager, comment moi, manager, je vais venir lancer la journée avec mon collaborateur, et comment le collectif fonctionne avec des télétravailleurs tout en continuant à avancer dans la même direction avec la même réactivité. Et puis, il propose aussi de questionner le sens en fait du dispositif. Quelle utilité cela va-t-il avoir pour le salarié
et pour l'équipe de l'avoir en télétravail. Et ça donne une vision dynamique sur le pourquoi on se met en ordre de marche sur ce dispositif. Alors, ce chemin, il est théoriquement fait pour se préparer à la mise en œuvre du télétravail. Et sur la diapositive suivante, vous verrez que ce que l'on préconise pour que les choses se passent bien, c'est l'expérimentation maîtrisée avec un laboratoire bien organisé. Évidemment, nous avons eu du 16 mars jusqu'au 11 mai un laboratoire in vivo qui a un peu écrasé les étapes 1 et 2, c'est-à-dire le temps de la mobilisation et le temps pour se mettre d'accord ont été complètement scratchés. Donc on se retrouve à l'étape 3 directement, mais finalement c'est pas très grave parce qu'on a quand même réussi à tester, on a réussi à déployer un certain nombre de ressources, de capacités, là où on avait l'impression que ça n'était pas possible, que ça n'était pas envisageable, chacun a pu constater sous la contrainte d'une certaine manière qu'il y avait des possibles. Donc cette phase de test in vivo et à grande échelle en plus, il va falloir s'en servir et catalyser finalement toutes ces énergies, tout ce qui s'est passé pour en faire quelque chose de satisfaisant. Donc du coup, les étapes suivantes, évidemment, c'est d'évaluer comment s'est déroulée cette période de télétravail et de se mettre d'accord sur comment on peut l'ajuster pour que les choses se déroulent de façon satisfaisante. Donc c'est tout le travail qui nous reste finalement aujourd'hui à réaliser dans les semaines qui arrivent en procédant par les différentes étapes d'échange finalement avec les salariés, d'usage du dialogue social également et d'ajustement, j'avais envie de dire, sincère et transparent, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de prendre en considération ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné pour que demain, tout le monde le vive de manière pérenne et sans effet rebond sur la santé, puisque les ressources qu'on a déployées pendant la période, vous l'avez vu dans mon introduction, ont été assez consommatrices pour chacun d'entre nous. J'en arrive presque au terme, juste pour vous faire un retour sur les 50 structures que nous avons accompagnées sur la période écoulée. Qu'est-ce qui ressort principalement, et donc c'est sur la diapositive suivante, qu'est-ce qui ressort principalement chez les télétravailleurs et leurs managers comme incidence? Sur le volet de la relation avec son manager et de l'organisation de la charge de travail, évidemment, on a constaté une forme d'invisibilité du travail, ce qui pose la question de comment on peut se rendre compte dans le sens premier et le sens second de l'activité réalisée, et puis ce qui nécessite d'identifier les activités qui sont télétravaillables ou pas. Sur la question de la charge de travail, pour reprendre cet anglicisme command and control, est-ce qu'on peut vraiment être dans la prescription du travail et son contrôle instantané, ou faut-il réfléchir à une autre forme d'évaluation et de visibilité de cette charge de travail? Ça, c'est des vraies questions que se sont posées les managers. Ce qu'ils ont déployé, c'est ce que je disais en introduction, c'est un management à la situation de chacun, qui n'était pas forcément simple de prime abord. Et puis, une régulation collective de l'activité, c'est-à-dire que on a réussi à maintenir des synergies qui font que le télétravail a été possible pour certains et pour d'autres beaucoup plus difficile, par cet effet de confinement et cette difficulté à diluer les difficultés qu'on rencontrait dans d'autres interactions. Sur le volet technique, certes, les conditions matérielles, elles sont importantes, notamment la possibilité de s'isoler, mais il y a d'autres paramètres qui sont déterminants. Vous l'avez peut-être testé, vous également, la qualité du réseau, la sécurisation des échanges et l'accès aux logiciels internes qui font que les activités sont télétravaillables ou pas. Et ce que l'on a constaté, c'est que plus ces éléments avaient été réfléchis en amont, plus
plus, le volet technique est allé très vite avec des informaticiens très mobilisés et très réactifs pour mettre en place les choses. Cependant, il fallait quand même se former, notamment aux visioconférences. Je fais partie des personnes qui avaient à cranter sur ce sujet-là, mais on a tous redécouvert des nouveaux outils. Ce que les entreprises qu'on a accompagnées ont constaté aussi sur le volet humain, c'est le risque d'hyperconnexion et la surcharge informationnelle, puisque tout passe par le prisme majoritaire du mail. Les appels sont peut-être moins présents, ce qui fait que la rupture avec la sphère personnelle est plus compliquée, et ça va dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que le travail est invasif dans la sphère personnelle et réciproquement. Que peut-être notre capacité à réfléchir quand on est seul face à son sujet d'activité professionnelle, elle est moins grande que lorsqu'on est plusieurs, et que donc il faut compenser notre isolement par des réseaux de co-développement. Et puis, effet qu'on n'avait pas forcément imaginé, mais en tout cas, parfois, le fait que les niveaux hiérarchiques sont gommés. Quand on est en visioconférence, on est tous dans la même vignette, on a tous la même dimension, on s'appelle tous par les prénoms, etc. Donc, ça peut avoir aussi des effets facilitateurs dans les relations. Et puis, sur le volet environnemental, eh bien, d'être en télétravail, ça peut avoir un effet sur la relation avec les clients et les usagers. Notamment sur une capacité à répondre de manière instantanée ou pas aux sollicitations, et dans la gestion du flux en rapport avec la disponibilité qu'on va avoir et les interruptions dont on va faire l'objet dans une situation de télétravail contraint. Voilà pour faire un premier retour sur ce que les entreprises que nous avons pu accompagner ont témoigné. Vous aurez le support, je pense qu'il pourra être mis en ligne effectivement sur le site de l'agence culturelle avec toutes les références. Et puis, je me tiens à vos dispositions tout à l'heure pour la phase de questions-réponses. Merci à vous. Merci Sandrine pour cette intervention complète et étayée par des retours d'expérience, des enquêtes et des accompagnements auprès d'un certain nombre d'entreprises. Donc c'est vraiment très très riche. Je propose de passer sans plus tarder la parole à Nathalie Rodan, qui va aborder les choses d'une façon complémentaire. Avec un regard et une position managériale, puisque Nathalie dirige aujourd'hui sa structure. Et elle va vous expliquer pourquoi elle a une sorte de double dimension managériale, à la fois pour l'équipe ressources et en même temps pour des groupements d'employeurs. Donc elle est en contact direct avec de très nombreuses situations d'emploi et donc du coup de travail à distance. Oui, juste pour compléter, merci de cette présentation. Et puis, je suis la présentation de Sandrine qui a été très complète. Donc, je vais essayer d'étayer effectivement par l'expérience que nous pouvons avoir. Donc, je dirige le pôle culture et richesses humaines, qui effectivement a en son sein trois activités. Une activité d'emploi partagé, une activité de formation et de conseil, et puis une activité aussi qui est sur l'expérimentation, la recherche et le développement, on pourrait dire, pour reprendre des termes des entreprises, sur les questions d'emploi culturel. Alors, il est vrai que sur la question de l'emploi partagé, donc c'est donc des groupements d'employeurs, je travaille avec des co-employeurs sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, la question du travail à distance et de son accompagnement, ça fait partie de notre quotidien, et ça fait partie depuis 13 ans que le groupement d'employeurs existe, de ce que nous mettons en œuvre au quotidien. Donc, il est vrai que mon intervention, donc j'ai également un support, mais qui vient plus imagé, qui est moins dans le retour de sondage que peut l'être l'ARACT. C'était plus de venir dans ce sujet éclairer la relation télétravail et management, encadrement. Et de se dire, alors vous avez commencé de cette façon-là, là on était dans une contrainte, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est une opportunité maintenant? Il est vrai que comme nous on le pratique de façon quotidienne et depuis toujours, on est plutôt dans un télétravail que l'on va dire choisi, ce qui n'a pas forcément été le cas de la période.
Donc là, peut-être c'est la diapo enfin la slide suivante. Alors, il est vrai que la question que l'on peut peut-être se poser, si on pose cette relation entre management et télétravail, moi, je la relie beaucoup à ce que nous, on travaille au quotidien, ces nouvelles formes d'emploi qui viennent interroger la question de cette forme d'organisation, de management, parce que le télétravail, c'est bien une forme d'organisation. Comme il y a différentes formes de management, ce n'est pas binaire, il y a plein de formes de télétravail possibles. Je ne crois pas que Sandrine l'ait rappelé, mais c'est vrai que la loi couvre le télétravail qui va être de l'ordre de l'occasionnel ou du régulier. Et après, on a une partie qui est exceptionnelle. Actuellement, on a plus vécu une partie exceptionnelle. Moi, ce que je peux témoigner, c'est plus la partie qui est régulière et occasionnelle. Et c'est vrai qu'elle peut répondre dans les nouvelles formes d'emploi que nous organisons au quotidien, à des aspirations des salariés. Une aspiration qui est aussi un renouvellement d'un rapport au travail, d'un rapport au collectif. Et le télétravail peut être le révélateur de cette question-là. Si tant est qu'ensemble, dans une organisation, si ce télétravail est choisi, on puisse poser ensemble une définition commune de ce que va être ce télétravail. Est-ce qu'il reste de l'ordre de la modalité ou est-ce qu'on dépasse de cette question de modalité et on en fait une façon de travailler ensemble, une façon de conduire les organisations qui sont les nôtres. Alors, dans le secteur de la culture, et moi j'y ai évolué depuis 25 ans, je crois que j'ai toujours télétravaillé, toujours travaillé à distance, soit de façon sur un même territoire ou même sur du télétravail avec différentes organisations à l'étranger. Et on est dans des organisations en même temps collaboratives, des organisations collectives. Donc on vient interroger cette question de comment on travaille ensemble et comment on encadre des équipes. Alors sur la deuxième diapositive, alors ça reprend et ça vient peut-être compléter, mais c'est vrai que j'avais envie de rappeler certains ingrédients qui font que nous pouvons être sur un télétravail durable et choisi. La question de la réversibilité, je crois que Sandrine en a parlé, elle est importante, c'est-à-dire qu'on définit nous on définit des modes d'organisation avec un salarié. Effectivement, lors d'un entretien, on vient évaluer si ces questions-là, les conditions dans lesquelles la personne peut télétravailler, avec quels outils, et d'avoir la possibilité, parce que les situations individuelles peuvent changer, de pouvoir revenir en arrière. Il y a également, et ça a été cité, ce soin apporté à un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ensuite, et je l'ai noté aussi comme ingrédient, et ça sera, je pense, abordé par Gilles en suivant, ce qui concerne la protection des données. Ça peut être un élément important par rapport à l'organisation, mais aussi essentiel par rapport aux salariés. Et puis, cette notion de volontariat. Et cette notion de volontariat, elle peut être au centre aussi de la question du management. Elle n'est pas seulement la question seulement du télétravail, mais elle est importante. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a une volonté des deux parties d'aller vers cette forme d'organisation qu'on peut aller vers un télétravail durable. Évidemment, dans la crise que l'on vient de traverser et Sandrine nous a fait part du fait qu'on était non pas dans un télétravail choisi, mais dans une situation qui s'imposait à nous. La question de volontariat a été mise de côté. Mais elle est bien centrale dans le fait du comment on organise ce télétravail. Ensuite, je passe vite peut-être sur la question du statut, mais il est vrai qu'il s'agit bien de travail. On a eu parfois moi j'ai eu à traiter de questions là en ce qui concerne le groupe Mon Employeur, de dire mais alors si ils sont en activité partielle, est-ce qu'on peut faire du télétravail ou est-ce que le télétravail c'est du travail avant tout. Si on est en activité partielle, ce sont des heures où la personne, on nomme ça par des heures chômées, la personne ne travaille pas pendant ce temps-là. Donc de bien distinguer le continuum
qu'il y a entre un contrat de travail qui se fait soit dans les locaux de l'entreprise, soit en télétravail. Et on est bien sur une modalité. Donc, de bien insister sur le fait que les droits et obligations de part et d'autre sont bien les mêmes, qu'on soit au sein des bureaux ou si on a choisi de façon régulière, une fois par semaine ou de façon occasionnelle, de mettre en place ces questions de télétravail. Voilà, on passe peut-être à la diapo suivante. Alors, là aussi, de notre côté, à chaque fois, il s'agit de respecter certaines étapes. Donc, ça a été évoqué, mais on va. Alors, moi, il me semble important, si on parle de cette relation télétravail et management, d'abord de pouvoir se situer dans cette façon d'encadrer les équipes. Et c'est aussi de la façon dont parle-moi de la façon dont tu manages ou tu es managé, je parlerai de la façon dont tu pourras télétravailler aussi. Et ça sera, on a bien vu là, dans la période qu'on vient de traverser, le fait que le télétravail a été parfois un révélateur, mais le télétravail peut aussi venir comme une modalité qui vient renforcer un management qu'on va qualifier de proximité, par exemple. Et donc, il s'agit bien, avant de s'engager dans des étapes de mise en place de ce télétravail, de pouvoir bien réfléchir au fait de se situer. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de partager une même définition, mais aussi partager le pourquoi on va mettre en place une démarche de télétravail. Alors, je vais aller rapidement, puisque Sandrine en a parlé, de cette partie d'expérimentation, mais elle me semble importante, c'est-à-dire de bien fixer les objectifs de cette question du télétravail, le cadre, comment on le met en place, la durée sur laquelle on va l'expérimenter, et puis ensuite les outils qui sont mis à disposition. Et ça, Gilles, je pense, pourra en parler ensuite. Et la question de l'évaluation, elle va être essentielle aussi dans la question du dialogue qui va être mis en place avec les équipes. Et puis aussi de pouvoir repérer aussi les questions, alors je marque de risque, c'est-à-dire que, et ça a été évoqué, c'est que dans ces questions de travail à distance, on peut parfois, et nous c'est ce qu'on peut vivre, être vigilant au risque d'isolement, d'hyperconnexion. Ça a été évoqué dans les sondages qui ont été faits par l'ARACT. Et donc pour travailler sur ces questions-là, on a besoin d'outils d'évaluation, évidemment. Ça ne peut pas être juste du point de vue d'un ressenti. Il faut qu'on puisse avoir des outils d'entretien et d'évaluation d'un point de vue à la fois collectif et individuel. Donc on va redoubler la question de la relation humaine, je pense, dans la modalité de télétravail, et donc d'avoir des points de repère à la fois pour vous en tant que salarié et vous en tant qu'encadrant d'une équipe. Donc c'est comment on se dote d'outils pour réparer les situations qui sont difficiles, comment on a des points de repère pour être dans des contacts réguliers. Alors, nous, au sein des groupements d'employeurs, on gère à peu près une quarantaine de salariés qui sont répartis sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça fait partie du travail, enfin, c'est partie intégrante. On dépasse bien là la question juste de la modalité occasionnelle, mais c'est comment on se donne des outils pour que les personnes aient des points de repère sur cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Sur la question de la formalisation, elle va être importante, qu'elle puisse prendre la forme d'une charte ou d'un accord, ou évidemment dans un dialogue constant avec les représentants du personnel. Voilà, passer à l'étape suivante. Alors peut-être à travers cette étape-là, parler plus d'expérience. Alors je parlais de l'isolement tout à l'heure. L'isolement, c'est aussi, nous on en a fait l'expérience. Elle va vraiment partir de la question d'un dialogue. Alors Sandrine a évoqué le terme de co-développement. Mais effectivement, il peut y avoir des mises en place à l'intérieur d'une équipe de ces questions de co-développement ou
entre professionnels. Mais je sais que dans notre expérience, nous montons ce qu'on appelle des groupes métiers, c'est-à-dire des salariés qui auraient des métiers communs, par exemple administrateur, administratrice d'une compagnie, responsable administratif et financier d'un lieu, s'occupant de la comptabilité d'un lieu de musique actuelle. Enfin, on va réunir ces personnes qui ont des compétences communes et elles vont être dans un échange de pratiques. Échange de pratiques qui peut se faire par de la visio, mais aussi des rencontres physiques et qui vont aussi s'animer entre chaque rencontre, entre chaque événement, on pourrait dire, par l'échange d'informations via un réseau social interne, par exemple. Ça, ce sont des exemples très concrets de comment des personnes peuvent travailler à distance tout en étant reliées sur la matière qui est la leur, qui est la matière de leur travail. Et donc, ça va passer aussi par le fait d'outiller aussi des salariés qui travaillent à distance, qui comprennent bien aussi l'utilité de ces outils, ça c'est essentiel. Ils vont être d'autant plus présents dans la question du télétravail parce que c'est comment on rend compte d'une journée où on ne sait pas, on n'a pas forcément échangé dans le couloir, où on n'a pas forcément fait une réunion spontanée par rapport à un sujet. C'est comment ces outils qui nous permettent de suivre. Alors ça peut être tout simplement des outils de gestion de projet. Et puis au-delà de ça, la question de la gestion des temps et activités. Le télétravail vient interroger dans le cadre du management cette question-là et elle est toujours dans un état d'esprit de dialogue. Parfois, quand on parle de la gestion des temps et activités, très vite, j'entends parfois la notion de contrôle. On a bien dit tout à l'heure qu'on était sur des mêmes droits et des mêmes obligations. Un salarié, eh bien, il va avoir des horaires. Alors, il peut parfois être en asynchrone, enfin, dans d'autres types d'horaires parce qu'il est en télétravail. Enfin, il faut bien avoir à l'esprit qu'on va essayer d'individualiser, de singulariser le rapport au travail dans ce cadre-là. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir, pour maintenir cet équilibre vie pro-perso, il y a une nécessité d'avoir besoin de savoir quand la journée de travail commence et quand elle finit, dans les droits et obligations respectifs qui sont les nôtres, à la fois en tant qu'encadrant, mais aussi en tant que salarié. Et puis, j'en ai parlé là sur une dernière composante, c'est que la relation humaine, elle est bien au centre de cette modalité. Et on n'est pas dans une relation qui deviendrait tout d'un coup je sais pas, digitale, ou enfin je sais pas comment on pourrait la qualifier, elle reste bien nos centres du fait de travailler ensemble en équipe, mais elle demande certainement de la clarté. Alors on a parlé de ces questions de gestion des temps. Elle demande de la lisibilité et du partage au niveau des règles qui vont être celles de l'organisation. Donc là-dessus, on peut certainement être assez innovant dans le secteur parce on a des qualités, je pense, d'adaptabilité et on va en avoir de nombreuses dans la période qui va suivre. Et là, j'ai mis comme socle de ces composants du télétravail la confiance, la responsabilité de la communication et finalement, on pourrait complètement oublier la notion de la modalité de télétravail et que ces notions-là, ces préalables indispensables, sont peut-être ceux aussi de l'encadrement des équipes. Donc, ce qu'on pourrait qualifier peut-être de nouveau, c'est de prendre en compte aussi tout ce qui participe, l'appétence aussi que nous allons avoir de participer au bien-être de la personne au travail. Donc, comme je disais, dans un cadre législatif qui soit clair, une organisation aussi interne qui soit sécurisante pour les salariés. Et ça participe évidemment à travailler dans un esprit de collaboration et pour relever les défis qui vont être les nôtres dans les semaines et les mois à venir. Voilà pour cette partie qui complète l'intervention. Voilà, et après, j'oubliais cette partie-là. C'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup de choses à gagner dans cette question de télétravail sur les compétences des équipes,
ces nouvelles compétences et aussi, et j'en ai parlé dans l'introduction, ce besoin, enfin cette envie de plus d'horizontalité, de flexibilité. Le télétravail peut être une modalité qui y répond. Et pour faire la transition avec Gilles aussi, et ça nous permet aussi de pouvoir positionner le digital au centre de ces transformations et de ces interrogations sur la relation télétravail et management. Voilà. Merci Nathalie. Ben voilà, une deuxième intervention parfaitement complémentaire avec la première. Merci à toi. Et merci pour la transition avec Gilles, notre troisième intervenant. Donc Gilles est informaticien, militant, formateur et spécialiste de l'informatique libre. La technique, la technologie, les logiciels ne sont pas qu'une affaire de techniciens. Ce n'est pas juste une question, encore une fois, technique. Je pense que dans une relation employeur-salarié et dans une approche systémique, cette question des outils de travail dans des situations de télétravail présente des dimensions aussi diverses que managériales, juridiques, de sécurité, éthiques. Et donc, voilà, on a souhaité inviter Gilles pour nous en parler. Donc, à toi la parole. Merci Thierry, bonjour à tous. La transition est faite, hein, je crois que tu l'as bien dit, c'est assez clair. S'il y avait encore à démontrer la place qu'a l'informatique dans nos vies, je crois que le confinement a définitivement fait un trait sur cette question-là. On voit bien que l'informatique est partout. On a vu que l'informatique, pendant le confinement, c'était non seulement son ordinateur, mais aussi son téléphone portable. Alors, il y a eu quelques remarques sur les webcams, la connexion, etc. Tout le monde, je pense, a pu faire les tests chez lui en grandeur nature de ce que ça pouvait donner. On a vu pendant le confinement qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient exclus aussi. Hein. Il ne faut pas oublier de rappeler qu'une personne sur 6 n'utilise pas Internet. Hein. Une personne sur 6 n'a pas accès à l'informatique simplement. Il y a des gens qui sont un peu exclus de ce domaine-là. Il faut rappeler que en France, la couverture nationale en termes de connexion, on a encore des zones blanches. Hein. On entend souvent des gens en parler. Quand on est dans les grandes villes, évidemment, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Mais on a des zones en France qui sont encore mal connectées. Et c'est compliqué dans ces zones-là de pouvoir travailler. Bien sûr, du coup, tout le monde court après les débits. Il y a eu une vague d'abonnements à la fibre, etc. Tout le monde a compris l'importance de la connexion. Tout le monde a compris aussi qu'un câble, c'était toujours mieux que du sans fil. Hein. Il y a eu des choses qui ont été répétées de la part des services informatiques, c'était assez rigolo. Pensez à vous connecter par câble à votre box, parce que le Wi-Fi, c'est toujours un peu volatile. Pendant le confinement, on a vu un certain nombre d'attaques informatiques. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ça, une vague assez impressionnante d'attaques informatiques. Alors, c'est pas parce que les pirates étaient aussi en confinement et qu'ils avaient du temps, hein. C'est aussi parce que forcément, comme les gens télétravaillaient, les habitudes de travail n'étaient pas les mêmes. Il a fallu ouvrir des accès, ouvrir des portes. Et donc, c'était aussi la place pour du piratage, pour de l'accès à l'information, etc., etc. Alors, tout ça, ça amène bien évidemment à sensibiliser les salariés, sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques, à bien utiliser des logiciels, à bien utiliser son PC, etc. J'avais sur la diapo, alors je pense que Laura, voilà, c'est parfait. Merci Laura. Voilà, je commençais par cette place de l'informatique qui est assez incontournable. Sur un deuxième point, bien évidemment, ça a été abordé par Sandrine et par Nathalie, le fait, on a tous vu que la vie professionnelle, la vie personnelle à la maison, c'est compliqué, notamment quand on a des enfants. Quand
quand vous n'avez pas de PC professionnel, vous devez intervenir sur votre PC privé pour télétravailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très vite, les deux côtés se confondent. Hein. On a à la fois des dossiers sur son PC personnel qui sont des dossiers professionnels. Alors, en tant qu'informaticien, nous, c'est un peu notre rôle de dire attention, hein, parce que est-ce que vos enfants jouent à des jeux vidéo sur votre PC? Est-ce qu'ils installent des applications? Est-ce qu'il y a des données de votre entreprise, de votre structure sur ce PC-là? Si vous avez un PC professionnel, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit à disposition des enfants, bien sûr, qu'il faut le tenir à l'écart, hein, garder un petit peu de sécurité là-dessus. Si vous n'avez que votre PC personnel, et ça a été le cas pour beaucoup de monde pendant le confinement, est-ce que les enfants ont accès à vos dossiers? Est-ce qu'ils peuvent les supprimer? Tout ça, bon, c'est des vraies questions hein, qu'il faut se poser. Par exemple, est-ce que vous avez sur votre ordinateur personnel un antivirus à jour? Est-ce qu'il y a un petit peu de sécurité qui est fait? Est-ce que les systèmes sont mis à jour aussi, etc., etc. Nathalie l'a dit, je crois que Sandrine en a parlé aussi, le télétravail, c'est avant tout du travail. Ça veut dire qu'il y a aussi des outils informatiques qui vont avec, un PC professionnel, et le fait de se cloisonner un peu, hein, la vie personnelle et professionnelle, ça semble assez important. Pour plein de raisons, en fait. Hein. Pour plein de raisons, j'ai parlé des attaques informatiques. Ça veut dire que dans les attaques informatiques, l'idée, c'est pas de vous voler vos photos de vacances, c'est plutôt d'accéder à de l'information d'entreprise pour pouvoir pirater des entreprises. Si ces informations-là sont disponibles sur vos PC personnels, c'est bien sûr compliqué. Donc, c'est toujours bien de pouvoir séparer le plus possible les deux, d'avoir, si possible, un PC personnel et un PC professionnel pour pas qu'il y ait de porosité. Bien sûr, l'impact sur la structure, hein, s'il y a des piratages, s'il y a des informations qui fuitent, ça peut être important. Donc, c'est difficile aussi de prendre la responsabilité de ça. Donc, voilà, c'est un point de vigilance à garder. Bien sûr, je disais, les bonnes pratiques, hein, c'est-à-dire que si l'informatique a la place qu'elle a et va continuer à avoir cette place super importante, notamment si le télétravail continue, il faut absolument que les gens soient sensibilisés à des bonnes pratiques de l'informatique. Les bonnes pratiques, on les connaît tous, hein, c'est des trucs qu'on entend au quotidien, qu'on nous répète, et puis on se dit finalement c'est pas grave, etc. Et ben, il faut peut-être prendre tout ça un petit peu plus au sérieux. C'est quoi? C'est des mots de passe, c'est les fameux mots de passe, un peu plus sécurisés, c'est ne pas stocker d'informations sensibles dans sa boîte mail, ne pas stocker de fichiers dans sa boîte mail. Une boîte mail, ce n'est pas fait pour stocker des fichiers. Imaginez que vous avez reçu un dossier important, il est dans votre boîte mail. Si vous n'êtes pas disponible pour le transférer à un collègue, etc., c'est toujours compliqué. Donc, une boîte mail ne sert pas à stocker des fichiers. Un peu de chiffrement peut-être, il faut toujours y penser, se poser les questions, ne pas hésiter à interroger les structures aussi. Qu'est-ce qui se passe si mon PC est volé? Est-ce que les informations sont accessibles dessus? Il y a maintenant des techniques de chiffrement hein, sur les disques qui sont assez simples à mettre en place. Voilà, bien sûr, dans les bonnes pratiques, des mises à jour régulières. Un petit point de vigilance, j'en parle notamment par rapport aux vagues de piratage. Il y a de plus en plus de piratages qui se font par appel téléphonique. Hein, donc, vous avez des gens qui se font passer hein, pour d'autres par téléphone pour récupérer de l'information des structures. Voilà. La connexion au Wi-Fi, faites attention à quoi vous êtes connecté. Les smartphones, bien évidemment. Il y a toujours tout un tas d'informations aussi, des mises à jour, des mots de passe, tout ça, c'est important. Voilà, je passe un peu vite là-dessus. Bien sûr, les sauvegardes, c'est toujours la chose à ne pas oublier. Quelques petites astuces sur l'organisation de travail à la maison. N'hésitez pas à couper toutes les notifications, c'est-à-dire pas de téléphone qui sonne, pas de mail qui arrive, etc. Couper les notifications pour rester concentré sur des tâches, c'est important. Voilà. Il y a quelques techniques de gestion de boîte mail qui sont intéressantes à retenir, hein, comme avoir sa boîte mail vide, hein, voilà, pour savoir qu'on a tout traité. Alors, je continue avec, bien sûr, l'importance d'avoir une informatique éthique. On voit bien la pente hein, en ce moment, la pente naturelle, la pente glissante de l'informatique qui irait vers du tracking, vers du contrôle, etc. Il y a pas mal d'exemples qui arrivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État
recommande l'utilisation de logiciels libres. La gendarmerie utilise des logiciels libres. L'Assemblée nationale utilise des logiciels libres. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information recommande des logiciels libres. Les logiciels libres, c'est quoi? C'est des logiciels qui sont normés, ouverts, transparents, sécurisés. Hein. Ce n'est pas des logiciels qui cachent, en fait, qui cachent de l'information, qui cachent des mécanismes qui vont récupérer à votre insu de l'information. Donc, c'est important. On a vu aussi la capacité de ces logiciels-là pendant le confinement à se déployer rapidement, parce que c'est des outils qui sont réplicables, on peut les copier, coller et les installer dans des structures assez facilement. Donc c'est assez facile de pouvoir répondre à des besoins en masse. La plupart, c'est des logiciels qui sont décentralisés, qui prônent la décentralisation, puisque Internet est conçu comme un réseau décentralisé. Le fait de vouloir recentraliser les services est toujours un peu problématique en termes de réseau. Voilà. Et le logiciel libre, c'est aussi tout un mouvement derrière de culture, en fait, d'accès à la ressource. On trouve des photos, des vidéos, de la musique à disposition pour construire des contenus. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de choses qui sont disponibles derrière tout ça. Alors, rentrons un peu dans le concret sur des applications. Un navigateur web, c'est-à-dire Firefox, Internet Explorer, Safari, ces logiciels qui vous servent à aller consulter des sites web. C'est l'application qu'on utilise le plus au quotidien, donc il faut être vigilant avec quel navigateur on utilise. Moi, je vous conseille bien sûr Firefox. C'est un navigateur qui respecte la vie privée, hein, qui ne cache pas d'informations, qui ne cache pas de mécanismes. Des moteurs de recherche, il y en a d'autres qui existent, il y a des alternatives, il ne faut pas hésiter à les tester. On a Quant, le européen, DuckDuckGo, Startpage, il y a des choses à faire. Il faut faire attention parce que ça déstabilise un peu, on n'a plus ces repères. N'oubliez pas que sur des moteurs de recherche type Google, on est dans une bulle, en fait, hein, vu qu'on est traqué. Donc voilà, la liberté, ça fait toujours un peu bizarre au début. Sur les smartphones, pensez à tous les droits que vous demandent les applications, tout ça. Faut pas hésiter à vérifier un petit peu quand vous installez une application, hein, si vous autorisez à partager vos contacts ou pas, partager vos photos. Faut pas hésiter à être un petit peu parano, hein, sur les applications smartphone, parce que c'est quand même le jeu des applications de pouvoir récupérer de l'information. Dans les exemples que je citais très rapidement, Nathalie en a parlé, notamment ils utilisent un cloud qui est Nextcloud, qui permet le télétravail, de partager de la donnée, de l'organisation, ça c'est très pratique. Les connexions type VPN, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont testé, puisque c'est la technologie qui est mise en place pour l'accès à distance dans les structures. Je cite quelques exemples de communication, des alternatives un peu, vous savez, à WhatsApp, au SMS, tout ça, qui sont un peu sécurisées, des initiatives de travail collaboratif qui sont assez intéressantes, des visios, etc. Je passe un peu parce que je sais qu'on est un peu pressé. Sur la dernière diapo, je mets quelques liens à disposition. Le document sera à votre disposition, donc vous pourrez cliquer pour aller voir tout ça. Il y a notamment les bonnes pratiques de l'Agence nationale là, sur la sécurité, de la CNIL, quelques sites qui proposent des alternatives à chaque fois que vous vous posez une question. Est-ce que pour telle application, j'ai des alternatives? Donc j'ai mis quelques sites là-dessus, notamment pour PC et pour Android. J'ai mis un petit lien sur des vidéos, voilà, sur une campagne qu'a fait Arte là, sur la dopamine. C'est assez rigolo de voir un petit peu comment jouent les grands acteurs avec notre mental pour pouvoir récupérer de l'information. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà pour moi sur la partie informatique. Merci Gilles. En fait, ma première question s'adresse à toi. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils ou recommandations si l'on veut, dans nos pratiques digitales et numériques, avoir une vigilance sur les questions environnementales, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans la gestion de nos boîtes mail, dans la gestion de nos connexions, dans les visioconférences. Est-ce qu'il existe des outils ou des pratiques qui seraient peut-être plus vertueuses sur le plan environnemental? Alors déjà, informatique et environnement, c'est toujours un peu compliqué, hein.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réponse, et notamment, on en a fait un peu l'expérience, vous savez, avec les masques, tout ça en France. C'est un peu comme pour les masques ou comme pour la nourriture. La réponse, c'est de consommer local, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui proposent des services qui sont à proximité. La plupart s'appuient sur des logiciels ouverts, des logiciels libres. Je dirais que c'est une bonne réponse, effectivement, à, vous savez, les data centers qui vont consommer, qui sont à l'autre bout de la planète, qui vont consommer de l'électricité, tout ça. Pourquoi ne pas utiliser des services qui sont finalement à côté de chez nous? Très bien, merci. J'ai à présent une question qui s'adresse peut-être à vous trois, mais peut-être plus particulièrement oui, à Nathalie. On sait que, à Nathalie et à Sandrine, on sait que dans le secteur qui nous concerne, des activités artistiques et culturelles, on est sur des métiers de relation, des métiers de contact, des métiers de médiation, des métiers de lien, d'intermédiation. Est-ce qu'on a pu observer que le télétravail, le travail à distance a eu des effets plus particulièrement impactants en fait sur nos comportements, sur nos attitudes, sur nos sensibilités, sur nos pratiques professionnelles? Sandrine, est-ce qu'il y a eu peut-être des focus qui auraient été faits sur certains secteurs d'activité? Alors, pas à ma connaissance, c'est plutôt des études d'ensemble en fait auxquelles on a pu accéder. Mais effectivement, il y a eu, selon finalement ce que vivait auparavant chacun et chaque structure, c'est-à-dire selon la qualité du tissu relationnel, des régulations qui existaient déjà au sein des collectifs, ou l'absence de ces régulations et de ce tissu relationnel, il y a eu des effets amplifiés pendant la période qui vient de s'écouler de confinement. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir se dire, sans culpabiliser, que c'est normal finalement d'avoir vécu des phases de déstabilisation dans une période aussi extraordinaire, mais que du coup, il faut en tirer aussi la leçon pour pouvoir demain réfléchir à comment on va pouvoir régénérer ce lien social, ce tissu d'échange. Et la question de comment on peut préserver la distance sociale tout en maintenant la distance physique, elle est importante, puisque plus on est obligé de se maintenir à distance physiquement, plus notre cerveau qui fonctionne, les neurosciences l'ont montré, d'une manière à activer des zones spécifiques de lien social, va être en demande. Donc, ce qui veut dire qu'en complément, il faut redoubler, mais ça, Nathalie l'a très bien dit tout à l'heure, il faut redoubler et ne plus jamais s'arrêter d'ailleurs, de maintenir la relation sous d'autres formes. Donc, ça peut être effectivement digital, mais un bon coup de fil, ça marche bien aussi pour se parler de vive voix. Voilà, donc pas forcément spécifiquement appliqué au secteur de la culture, mais des effets, ça c'est évident, qu'il faut prendre en considération. Très bien, merci. Nathalie, tu complètes si tu le souhaites. Oui. J'ai d'autres questions, mais vas-y, je te laisse Oui, poursuivre. je peux juste compléter sur le fait qu'effectivement, s'il y avait déjà des... Alors, j'ai parlé tout à l'heure de groupes métiers, enfin des relations entre des professionnels, des acteurs de la culture qui étaient déjà en place. Je pense que pour répondre à certaines questions, les relations se sont densifiées et ont permis de répondre alors à des questions soit très techniques ou sur différents métiers. Je le vois sur le métier de la médiation, comment réfléchir à la place du numérique dans la question de la relation publique, dans la médiation. Ça a été des questions, mais qui étaient, voilà, ce sont plus des questions, des thèmes de travail. Et il y a les relations ont aussi, enfin la période d'éloignement a aussi permis entre différentes filières, que ce soit entre le spectacle, le cinéma, enfin nous on le vit dans notre organisation, puissent dialoguer ensemble, peut-être un rapport au temps
aussi qui a été certainement un peu bouleversée et qui, à la fois, on a parlé beaucoup de surcharge de travail, d'hyperconnexion, mais il y a aussi peut-être pour certains d'entre nous un rapport au temps qui est venu être différent et qui a permis d'autres types de relations et une richesse dans ces relations. Très bien, merci pour ce complément. Vous imaginez bien, nous avons beaucoup de questions, donc j'essaye de les prendre toutes au maximum. La question de la prise en charge par l'employeur des moyens techniques liés au travail a été évoquée, notamment par Sandrine. Est-ce qu'il est possible de préciser un petit peu quelles sont ses obligations et notamment, est-ce que à partir du moment où l'employeur doit prendre en charge une installation de télétravail ou de travail à distance, notamment peut-être pour des salariés qui seraient mobiles, est-ce que cela peut être considéré ou assimilé à un avantage en nature, par exemple? Est-ce que notamment, par exemple, la question des frais générés par le travail à domicile, est-ce qu'il y a également une doctrine, un cadre légal qui permet, peut-être sous forme forfaitaire, de soutenir les salariés qui travaillent depuis chez eux? Peut-être Nathalie, tu as une expérience plus précise dans le domaine en particulier. Moi, ce que je peux dire, c'est que à partir du moment où l'activité professionnelle génère un coût pour le salarié, il doit être compensé par l'employeur. Donc, effectivement, les consommables en particulier doivent être pris en considération. Sur la question de est-ce que c'est assimilable à des avantages en nature, il ne me semble pas, mais je ne suis pas non plus juriste de métier, donc je ne mettrai pas ma main à couper. Et tout ce que l'activité professionnelle va générer comme surcoût par rapport à une installation est à prendre en considération, si c'est du câblage électrique, si c'est du papier, voilà. Mais je te laisse la parole. Oui, alors on a parlé tout à l'heure de continuum, c'est-à-dire de continuum de travail, et qu'on est bien sur une forme d'organisation qui va, on n'est pas, c'est à distinguer hein, juridiquement de la question du travail à domicile. Et le travail à domicile, on est bien sur un régime salarié. Là, on est sur une forme d'organisation qui est prévue de façon conventionnelle. Après, il y a des ordonnances. Hein. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans les parties techniques, mais des ordonnances, notamment de l'ordonnance de 2017, qui a précisé ces questions. Il n'y avait pas d'obligation de prise en charge de l'ensemble des coûts, mais il faut qu'il y ait un continuum, c'est-à-dire que si la personne doit utiliser un certain nombre de matériel pour exercer son travail, c'est-à-dire, bon, là, on a beaucoup parlé d'un certain type de profession qui est surtout lié à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc ordinateurs, imprimantes. L'employeur doit fournir les moyens aux salariés pour pouvoir effectuer son travail. Après, il peut y avoir une indemnisation forfaitaire. Ça, il faut après se référer à ce qui est précisé sur le site de l'URSSAF. Elle dépend du nombre de jours travaillés. Donc, si c'est un jour, 2 jours, par exemple, si on est sur 3 jours par semaine, donc là aussi, on va être dans le cas de ce que j'évoquais tout à l'heure, d'un télétravail qui sera formalisé, qui a un télétravail qui est régulier. Et donc là, juste pour en donner un ordre d'idée, on est sur un 30 € par mois, je crois, si on est sur 3 jours de télétravail par semaine. Et donc là, on est bien sur une indemnisation forfaitaire. Voilà, donc ça, après, faut veiller à ces questions-là, où effectivement, si on va au-delà de ça, on peut toujours faire le plus. C'est qu'après, effectivement, ça sera soumis à cotisation patronale. Voilà. Effectivement, je confirme que c'est sur le site de l'URSSAF et nous allons mettre le lien pour voilà, vous permettre de vous renseigner sur ce forfait, sur les modalités de fonctionnement de ce forfait. Merci pour cette réponse. J'ai quelques questions autour de la particularité de la situation des professeurs d'enseignement artistique ou des enseignants de la musique. Est-ce que le télétravail peut être
imposer et dans quelle manière on peut mettre en place une situation de télétravail pour les professeurs d'enseignement artistique ou les animateurs, professeurs animateurs qui dépendent de la convention collective de l'animation, par exemple. Je peux peut-être répondre parce que dans les co-employeurs et les adhérents que nous gérons au niveau du groupement d'employeurs, il y a plusieurs écoles de musique et avec qui très vite on a été en dialogue pour essayer de trouver des ressorts pour faire face à la situation. Et effectivement, bon, il y a eu des collectifs de directeurs d'écoles de musique qui se sont mis en place et qui ont permis à ce que certaines activités puissent alors se faire en télétravail, c'est-à-dire tout simplement l'enseignement, enfin tout simplement, ce n'est pas simple, mais la préparation d'un enseignement à distance, un enseignement à distance individualisé. Et donc, voilà, de manière exceptionnelle, et là, il a été mis en place pour assurer la continuité pédagogique du face-à-face pédagogique. Et alors, je ne sais pas, je devance peut-être une question, mais ce qui n'a pas empêché dans une même situation d'emploi, d'avoir une personne donc en activité en télétravail, alors qu'elle est habituellement dans l'école de musique, mais aussi sur d'autres parties qui nécessiteraient le fait que la personne doit être nécessairement sur une présence physique, notamment, je vais donner l'exemple de diriger un orchestre. Eh bien, sur cette partie-là, elle a pu être mise en activité partielle. Donc, une même personne a pu cumuler ces différents, ou peut continuer à cumuler, parce qu'on n'est pas encore sorti de la situation, ces différents, dans un régime salarié, ces différentes situations. Très bien, merci. J'ai des questions pour Gilles à présent. Gilles, tu as évoqué les entreprises locales, notamment au sujet de l'impact environnemental. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux exemples d'entreprises locales avec lesquelles les acteurs de notre secteur d'activité pourraient travailler? Ça, c'est une première question. Et puis, j'en pose une qui est en partie liée à celle-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'informations, de détails pratiques sur ce que c'est que pour les néophytes une connexion VPN, s'il te plaît? Alors, pour déjà donner des noms d'entreprises, je serais bien embêté parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a énormément d'entreprises informatiques, de gens qui interviennent sur le terrain. Je pense que ce qui est important, c'est peut-être d'aller les voir et de discuter, parce que avant tout, c'est aussi de dire ce qu'on veut pour son informatique, dire qu'on veut être un petit peu sensibilisé, faire attention à ce qui est installé, à garder la main dessus, à pas être prisonnier. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Des acteurs sur le terrain, il y en a pas mal. Dire qu'on veut privilégier le logiciel libre, qu'on ne veut pas être limité par un certain nombre d'usages, par des licences à acheter tous les ans, etc. Qu'on veut travailler avec des formats standards, des formats ouverts qui peuvent être réutilisables et qui seront pérennes sur la durée. À mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir la relation. Je pense que la question est plutôt du côté du data center, en fait. Je pense que la question était plutôt sur la problématique du stockage de données. Voilà. Oui. D'accord, il y a des data centers, il y a des gens qui ont des serveurs en France, qui savent faire du stockage de manière décentralisée. Ça veut dire qu'on ne met pas tous ces deux dans le même panier. Il y a des acteurs qui font ça très bien. Je ne pourrais pas en citer, je serais bien embêté. En tête, j'ai pas mal d'acteurs associatifs qui font ça que je connais bien. D'entreprises, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, par exemple, c'est typiquement nous ce qu'on fait comme service. Donc voilà. Concernant le VPN, tout simplement, c'est une espèce de câble virtuel qui va vous relier à la structure, à votre structure, comme si vous étiez en fait dans la structure. C'est un canal sécurisé qui est établi entre votre ordinateur à la maison et puis le réseau de l'entreprise dont vous faites partie, qui vous permet d'utiliser l'informatique comme si vous y étiez, comme si vous étiez à l'intérieur des locaux. Donc c'est une solution sécurisée, chiffrée, qu'il faut mettre en avant, voilà,
c'est un mode de travail qui est plutôt à privilégier, comme si on était dans la structure. Donc, on va retrouver tous les outils de la structure, toutes les connexions de la structure, tous les accès de la structure. D'accord, très bien. Ça répond à la question? Je pense que si les internautes qui sont avec nous n'ont peut-être pas eu suffisamment d'informations, qu'ils n'hésitent pas à peut-être préciser leurs questions. Le temps passe, donc du coup, je passe à la question suivante. On a bien compris à l'occasion de vos 3 interventions que tous ces sujets nécessitent du temps, un besoin d'expression, une relation fertile entre salariés et employeurs au sein des instances de dialogue social des organisations. Qu'il y a un parcours avec des étapes, qu'il y a une prise de conscience, une maturité à acquérir sur tous ces sujets. Ça m'amène à vous poser la question sur existe-t-il une formation au télétravail? Est-ce qu'il existe des dispositifs de formation continue autour de ces sujets? La question se pose à vous 3, n'est-ce pas? Moi, je vais répondre juste sur peut-être pas, de la formation, oui, nous on en fait à Confère et on réfléchit à ces questions-là sur le télétravail, la gestion des temps. Donc, et après, je crois qu'il y a d'autres organismes de formation sur la région, voilà, qui répondent à ça. Et il y a aussi, et j'ai oublié de le citer à la fin de mon intervention, une infographie que je trouve assez intéressante, qui est en licence Creative Commons. Donc voilà, on peut la diffuser, n'est-ce pas Gilles? Qui a été faite par la coopérative des tiers-lieux sur comment le télétravail dans mon organisation. Et qui est assez intéressant, après qui n'est pas qui est un outil d'information qui est assez bien fait, mais voilà. D'accord. Merci. Peut-être un complément, Sandrine? Oui, pour compléter, ce que nous, on propose au sein de la structure, et c'est ce qu'on préconise, c'est de l'accompagnement aussi à la mise en œuvre, puisque c'est une démarche un peu longitudinale, qu'il y a plusieurs étapes et qu'il faut faire des points réguliers. Donc, ça peut être une modalité que certainement des consultants vous proposent, mais qui intègre forcément la phase d'expérimentation dans l'accompagnement. Donc, vous pouvez certainement trouver des intervenants qui pourront à la fois vous apporter des contenus et vous guider aussi dans l'analyse de votre cheminement. Très bien, merci. Et puis peut-être Gilles? Oui, moi je peux rajouter très rapidement un site qui est assez intéressant, qui s'appelle monparcourscollaboratif.fr, qui amène tout simplement un petit peu d'outillage, des cheminements pour organiser son travail à distance. Donc ça peut être aussi une piste à aller voir. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces ressources. Gilles, on me dit que la question sur le VPN se précise, donc du coup, peut-être je t'interroge. Est-ce que ce serait la solution idéale de télétravail, cette solution VPN? Ça fait partie, effectivement, à mon avis, des pistes à privilégier, oui, bien sûr. D'accord. Il faut que les structures soient bien sûr équipées et puissent proposer ce genre de service. Mais c'est un bon moyen, effectivement, de travailler à distance. D'accord. Très bien, merci. Écoutez, en fait, il est 4 heures. Je vous propose peut-être de nous arrêter là pour aujourd'hui. Non pas que le sujet soit complètement traité. Évidemment, il y aura encore beaucoup de questions. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ont posé des questions, qui n'ont pas eu de réponse, à insister auprès de nous et à peut-être préciser leurs questions de façon à ce qu'on puisse y répondre, soit directement, soit en vous orientant sur nos intervenants ou éventuellement d'autres personnes. Je vais, pour conclure, vous remercier très sincèrement, Gilles, Sandrine et Nathalie, d'avoir répondu à cette proposition de webinaire.
d'avoir préparé vos interventions, d'avoir proposé de la ressource. Donc, on va exploiter tout ça et mettre évidemment tout ça à disposition d'un maximum de monde. Je remercie également toutes les personnes inscrites. Vous étiez un peu plus de 80, je crois. Merci pour votre confiance, votre présence, votre participation et puis la pertinence de vos questions. Je voulais peut-être également vous indiquer, mais vous le voyez à l'écran, que nos 3 intervenantes restent joignables. Vous avez leur adresse mail sous vos yeux et nous pouvons faire le lien si nécessaire. Vous voyez également à l'écran que l'agence a une adresse générique. J'ai une question@la-nouvelle-aquitaine.fr. Nous recevons chaque semaine plusieurs dizaines de questions sur cette adresse qui peuvent concerner l'ensemble des problématiques sociales, administratives, organisationnelles, managériales, de gouvernance, de comptabilité, enfin voilà, des organisations artistiques et culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans la mesure du possible, nous faisons fort de répondre à toutes les questions, principalement sous forme d'orientation vers des spécialistes, des experts, des structures ou des personnes ressources. Nous avons également un site internet où on a mis en place 3 espaces dédiés à la crise et ses conséquences, un fil d'actualité, des informations administratives, juridiques, professionnelles, sociales, et puis une rubrique plus d'inspiration, de soutien, d'accompagnement, d'information. Voilà. Écoutez, ce webinaire se conclut. Il sera disponible dans les jours qui viennent donc sur notre site. Merci à toutes et à tous. Et puis voilà, courage, prenez soin de vous, de votre santé, de vous-même et de vos équipes. Et à très bientôt. Merci encore.